Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans cette vidéo où on va parler remaniement, grève et les JO, le retour dans la merde. Ah, et je préviens tout de suite, je suis malade, donc ma voix risque fortement de partir en couille, du coup, on va faire court. Les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien. C'est pas parce que j'ai pas de cravate qu'il faut me couper. Calmez-vous madame, ça va bien se passer. Tous, Christine, tous. Et nous n'avons qu'une planète et nous sommes en train de tout détruire. Faites mieux. Et pour commencer, des félicitations s'imposent. Parce que depuis ce 9 février, ça fait un mois que Gabriel Attal est notre Premier ministre. Du coup, ça se fête. Non mais franchement, vous vous rendez compte? En un mois, le mec a eu la plus grosse chute de popularité d'un Premier ministre sous le gouvernement Macron. Donc plus gros dégringolage qu'Elisabeth Borne avec ses 49.3, plus gros qu'Édouard Philippe avec les gilets jaunes, plus gros que celui du Flamby Ecoplus pourfendeur de Covid avec le charisme de Flamby qui était Jean Castex. Non mais vraiment, réussir à faire pire en termes de chute de popularité que les concurrents d'en face en étant aussi BG, c'est un exploit. Bon, après, comme dans tous les records, c'est rarement dû au hasard. Et peut-être que oui, la politique de Macron depuis 2017, les différentes bourdes qu'il y a eu au fur et à mesure du début de son nouveau gouvernement, ou encore ce remaniement qui n'en finit pas de finir, ça a pas dû aider. Mais bon après, c'était peut-être qu'une mauvaise passe, parce que là, ça y est, le gouvernement Attal est enfin complet. Et enfin, alléluia, ça faisait quand même un mois qu'on l'attendait ce gouvernement. Bon, on n'en attendait pas grand-chose, mais quand même. Et dans l'ensemble, à part quelques petits changements aussi minimes que la différence entre un macroniste de droite ou de gauche, ce nouveau gouvernement n'a rien de vraiment surprenant. Quelques exceptions près. Alors déjà, bonne nouvelle avec le départ d'Olivier Véran et de Dussopt, qui quittent donc leurs fonctions ministérielles. Mais malheureusement, reviendront donc à l'Assemblée avec Elisabeth. On n'a rien sans rien, hein. Échange équivalent, ma gueule. Même si j'aurais préféré qu'ils enlèvent Darmanin. Parce que oui, pas de faux suspense, lui, il va rester. On peut aussi noter l'absence de François Bayrou dans le gouvernement, résultant d'un désaccord politique dans la gestion de la France par la Macronie, jugé par le président du Modem comme refaisant de la politique à l'ancienne alors que l'intérêt de Macron pour lui c'était l'innovation, ou encore une dénonciation de Bayrou sur la politique de Macron faisant progresser le Front National. Et quand tu vois que Jean-Philippe Tanguy, un député Rassemblement National, a dit qu'avec Monsieur Attal en Premier ministre, les victoires idéologiques du Rassemblement National s'accélèrent, oui, je pense qu'on peut donner raison à Bayrou pour le coup. Mais bien sûr, le changement qui a le plus marqué, c'est celui d'Amélie Oudéa-Castéra, et comme pour Gabriel Attal, bravo. Non, franchement, réussir l'exploit de rester ministre de l'Éducation à peine un mois, battant donc le record de Benoît Hamon, et encore lui, c'est pas fait jarter, c'est juste qu'il s'est cassé du PS, franchement, balèze niveau incompétence. Donc oui, Amélie Oudéa-Castéra quitte l'Éducation nationale, pour des raisons pas du tout évidentes et qu'on ne comprendra jamais. Et même si c'est triste, ne la plaignez pas trop, parce qu'elle reste quand même ministre des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques. Ce qui, je pense, est une technique de Macron et Attal pour justifier les futurs déboires qu'il y aura pendant les JO. Et donc, pour l'éducation nationale, c'est Nicole Belloubet qui reprend le ministère. Une femme politique connue du grand public pour avoir été garde des Sceaux lors du premier mandat d'Emmanuel Macron, et qui, à côté de ça, oui, on ne peut pas le nier, a une certaine expérience en matière d'éducation. Mais aussi une certaine expérience en ce qui concerne les déboires avec la justice. Alors rassurez-vous, juste quelques affaires. Genre prise illégale d'intérêt portée par la ville de Montpellier, ainsi qu'un léger oubli de déclaration sur une partie de ses parts liées à son patrimoine immobilier. Et attention, là je te parle d'une maison de 180 mètres carrés à 800 € le mètre carré et de 2 apparts à Paname de 3000 et 4000 € le mètre carré. Donc effectivement, on est plutôt loin du petit studio de 20 mètres carrés à Aubervilliers. Mais bon, un oubli, ça arrive. En tout cas, petit point commun avec sa prédécessrice. Elles sont pétées de thunes. Bon après, pour les affaires, je dis ça, mais en tant que macroniste, c'est un peu la base tout ça. Voire même assez léger comparé à certains de ses collègues. Et vu son expérience dans l'éducation, peut-être qu'elle arrivera à tenir 30 secondes sans parler de la baya ou sans insulter les profs, elle. On croise les doigts. Ce qui serait déjà mieux que ses prédécesseurs. Hein, Amélie? Non, allez, bon, pardon, on arrête avec Amélie, c'est trop facile de la vanner comme ça. Ok, elle a fait des erreurs, mais elle s'est excusée, elle a reconnu ses fautes, et ça a l'air d'être une bonne personne en vrai. En tout cas, c'est ce qu'elle a dit ce mardi 31 janvier, et ce lors de ses vœux au Comité National Olympique et Sportif Français, disant regretter sa réaction à la polémique liée à la scolarisation de ses enfants, le tout en contestant le procès en déconnexion qui lui est fait. Non mais écoutez-moi cet extrait de son discours, c'est poignant.
Même au sein du Parlement, on voudrait faire de moi le symbole d'une caste privilégiée à combattre, à abattre. Alors que la seule chose que j'ai héritée de ma famille, c'est l'amour du travail bien fait, du goût de l'effort, la passion du mérite. Alors, autant je ne doute absolument pas du fait que ta famille t'ait donné le goût de l'effort, etc., Amélie. Ça, j'en doute pas. Par contre, quand on est la fille de Richard Castera, un ancien haut fonctionnaire et ex-dirigeant de Publicis, qui était également directeur de cabinet de plusieurs ministres, quand on a autant de liens que toi avec les entreprises du CAC 40, entreprises grâce auxquelles tu as pu engranger des centaines de milliers d'euros, quand on est la nièce du médecin Jean-François Duhamel, des journalistes politiques Alain et Patrice Duhamel, et donc nièce par alliance de Nathalie Saint-Cric, et également cousine du journaliste de BFM TV Benjamin Duhamel, perso, oui, j'appelle ça un plutôt bon démarrage de vie. Donc 1, je ferme ma gueule à ta place. Et de 2, tu m'excuseras de voir en toi une classe privilégiée à combattre. Surtout quoi, à côté de ça, pour la moyenne des Français, le max du piston, c'est trop bien, j'ai pouvoir faire mon stage de 3ème à la Fnac parce que tonton y travaille. Ah, et d'ailleurs, pendant que j'y suis, en parlant d'Amélie Oudéa Castéra, vous vous souvenez de Stanislas ? Vous serez ravis d'apprendre que l'établissement où sont scolarisés les enfants de Castéra peut enfin respirer. Ça fait chaud au cœur. Parce qu'après que la mairie de Paris ait suspendu son financement pour des broutilles genre homophobie, sexisme, autoritarisme, des catéchistes exprimant des convictions personnelles sur l'interruption volontaire de grossesse ou l'homosexualité, bref, rien de grave, on parle de l'élite là, et l'élite blanche, donc c'est vraiment pas important tout ça. Et bien ce mercredi 31 janvier, la région Île-de-France a approuvé en commission permanente le forfait d'externat de l'établissement privé, pour un montant de 917 000 €. Alors oui, Valérie Pécresse avait déjà reconnu des manquements à Stanislas. Et oui, je pense que manquement, c'est le minimum pour qualifier les dingueries qu'a fait cet établissement. Mais ça les empêchera pas de toucher presque 1 million, hein. Pourquoi pas? Non, parce que sinon, c'est à qui de payer? Aux parents fortunés qui mettent leurs enfants dans cette secte, dans cet établissement d'élite? Non, mais je suis d'accord, c'est normal que l'État y paye 1 million. Faut bien aider. Par contre, dans ma ZEP, on attend toujours les raquettes de ping-pong, hein. Et puis en plus, on en a du pognon en France, hein. Alors YOLO. Alors oui, il y a toujours des problèmes de moyens dans l'éducation, la médecine, le social, etc. Bref, c'est quasiment la merde partout, les Français sont dans la merde, les fonctionnaires se font presser leur budget de plus en plus, sauf les forces de l'ordre qui se font arroser de thunes, bien évidemment. Alors oui, c'est la merde, mais pas pour nos chers politiciens. Alors on l'a vu, la semaine dernière, les députés se sont augmentés de 300 € l'avance des frais de mandat, passant donc de 5 645 € à 5 950, soit une hausse de 5,4%. Ce qui est pas trop dégueu. Je pense que pour la plupart des gens, déjà, t'as la moitié, t'es content. Mais ce qu'on n'avait pas vu, ce sont les sénateurs. Parce que c'est en mi-novembre que le Sénat a décidé d'augmenter de 700 € par mois l'avance des frais de mandat, ce qui fait que depuis le 1er janvier, ces avances générales sont passées de 5 900 € mensuels à 6 600. Non mais c'est quoi son excuse de Gérard Larcher là? C'est parce que le prix de la truffe a augmenté, ou alors c'est celui du caviar? Non, son excuse, comme pour l'Assemblée, c'est l'inflation. Parce que pour augmenter les salaires ou les aides sociales, y a personne. Par contre, pour les politiciens, on trouvera bien quelques billets. Et après, ça vient chouiner à chaque élection pour dire que les gens votent plus, que les gens croient plus aux politiques. Je me demande bien pourquoi, tiens. Alors je dis pas qu'ils se foutent de notre gueule. Enfin si, c'est carrément ce que je dis. Et d'ailleurs, peut-être qu'une bonne vieille grève, ça pourrait les faire redescendre un peu. Oh tiens, la CGT de la RATP qui dépose un préavis de grève. Parfait. Et oui, c'est donc un préavis de grève qui commencera à partir du lundi 5 février et ce jusqu'au 9 septembre, donc pendant 7 mois. Ça fait plaisir. Un préavis de grève qui concernera l'ensemble du personnel de la RATP et ce en raison de divergences salariales concernant les agents de la RATP qui a été mis en place. Un préavis qui, perso, ne me surprend pas tant que ça. Ce qui m'étonne, c'est que limite, il n'y ait pas plus de monde qui le fasse. Parce que les gars, c'est bientôt les JO. C'est maintenant qu'il faut les faire chier. Grève, manif, insubordination, c'est avec les JO que la pression qu'on peut mettre sur le gouvernement va être le plus optimale. En tout cas, avant un moment. Donc, les mouvements des agriculteurs, c'est cool. Le préavis de grève de la RATP, classique. Mais ça fait plaisir. Donc maintenant, idéalement, il faut que le reste suive, qu'on mette une vraie pression au gouvernement, et ce, à un moment vraiment optimal. Et peut-être qu'à ce moment-là, ils nous écouteront vraiment pour des sujets comme des broutilles en mode... la réforme des retraites. Même si tu me diras, vu la gestion de merde des Jeux Olympiques et Paralympiques,
pas sûr que des grèves ou des tracteurs, ce soit leur plus gros problème. Parce qu'en plus des dingueries qu'on a déjà vues, genre les bénévoles pas logés ou les étudiants dégagés, et bah maintenant, ils ont décidé que les retraités allaient travailler. Et oui, même si j'aimerais que ce soit une blague pour Marie Moé, malheureusement, c'est une info véridique. Les retraités sont vraiment sollicités pour travailler lors des JO, et vous savez pourquoi? À votre avis? Pour l'accueil, pour être stadier? Non, pour être agent de sécu. C'est parce que les gars manquent tellement d'agents de sécurité qu'ils ont décidé de lancer une campagne d'information auprès des retraités pour les inciter à devenir agents de sécu privés, et ce lors des JO. Un secteur se retrouvant en grande difficulté de recrutement. Bon alors déjà, si vous galérez à recruter, augmentez les salaires et mettez des meilleures conditions de travail, peut-être que les gens auront plus envie de travailler dans le secteur. Et ensuite, alors on peut détester Macron, moi le premier. Mais on ne peut pas nier que le mec est machiavélique. Ça force presque le respect. Non mais sérieux, augmenter l'âge du départ à la retraite pour ensuite faire bosser les vieux qui sont trop pauvres et trop fatigués, c'est du génie. En plus, les vieux qui veulent bien faire ce genre de taf, c'est sûrement qu'ils ont pas le choix. Donc niveau prétention salariale, ça va être très réduit. Non, vraiment, c'est du génie. On dirait un plan de méchant de dessin animé, mais c'est du génie. Surtout quand tu te dis qu'à côté de ça, niveau organisateur, ça palpe. Et pas qu'un peu. On a d'abord Tony Estanguet, le président de l'état-major du comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, qui est visé par une enquête préliminaire du parquet national financier relative aux conditions de sa rémunération de 270 000 € annuels bruts, et ce depuis 2018. Ah pas assez d'argent pour loger les bénévoles, mais pour le salaire du président... Mais attends, c'est pas fini. Parce qu'on a également appris que les 4 plus hauts dirigeants du comité d'organisation sont visés par plusieurs procédures pénales, dont des accusations de cas présumés de prise illégale d'intérêt, favoritisme, recel et détournement de fonds publics. Non mais avec tout ça, je me demande vraiment pourquoi on a été obligé de dégager des étudiants de chez eux, pas voir loger les bénévoles, ou être tellement chien d'agents de sécu qu'on est obligé de faire appel à des retraités. Non, je me demande vraiment où est passé l'argent. Et d'ailleurs, avec tout ça, je me dis que c'est pas pour les JO qu'ils auraient dû augmenter les agents de sécu. C'est plus pour le coffre-fort de la caisse que ça aurait été pertinent. Mais sinon, tout va très bien. Alors maintenant, à savoir si les JO, c'est de droite ou de gauche, alors je sais pas, mais ça sent la foirade le truc, hein. Allez, salut. Tout va bien.